Artemare prédit l'avenir, c'est la thématique du 34e Festival du film à Bastia. Nous allons donc nous aussi nous interroger sur le futur et l'ère des robots. Depuis la révolution industrielle, les machines ont pris une place essentielle dans notre quotidien. Le futur est d'ailleurs déjà parmi nous. Voitures automatisées, maisons intelligentes ou assistance à la personne. Mais jusqu'où ira la technologie? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Et moi, je m'en vais poser la question à notre invité du jour. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Ferrari, vous êtes donc responsable de l'aménagement numérique à la collectivité territoriale de Corse. Si j'osais, je dirais que vous êtes même monsieur Internet, voire monsieur robot. Du coup, vous devriez savoir, est-ce que les robots vont nous remplacer, Eric? Je ne pense pas. Enfin, aujourd'hui, il y a une cohabitation entre le robot et l'homme, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de challenge de l'un qui va se substituer à l'autre. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la définition du robot? Parce qu'en préparant l'émission, on n'était pas d'accord. Moi, je pensais que ça partait de la machine à café, d'autres la machine à laver. Et on est allé jusqu'à l'intelligence artificielle. Alors, la notion de robot est apparue par un certain Karl Čapek, un Tchèque, qui a évoqué cela dans une pièce de théâtre avec le terme robota. En fait, c'est travail forcé. Donc, c'était l'étymologie du robot vient de cette pièce de théâtre. Et ensuite, en fait, j'associerais plutôt le robot, la notion de robot, à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter quand même à un environnement. Donc, je mêlerai en fait les technologies d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour fabriquer ce qu'on appelle le robot. Ensuite, ils ne sont pas devenus nos esclaves, les robots aussi. Voilà, alors tout cela amène une échelle de valeur qui permet de savoir si notre four à micro-ondes est un robot ou pas. D'aucuns pourront dire que oui, d'autres pourront dire que non. En tout cas, moi, ce que j'associe au terme robot, c'est un sens un peu plus restrictif qui implémente en fait une forme d'intelligence artificielle. D'accord. Alors, indiscutablement, la place des robots dans notre quotidien est indiscutable, voire indispensable. Mais est-ce qu'on pourrait envisager de se passer d'eux ? Aujourd'hui, on n'en s'en passe pas, puisqu'on voit que le robot s'immisce dans toutes les parties de notre vie, y compris notre vie quotidienne, puisqu'on a des assistants qui aujourd'hui sont des formes de robots. Les assistants que vous avez, par exemple, les assistants de composition automatique d'un numéro Siri, pour ne pas le nommer sur votre iPhone, eh bien, ce sont des assistants qui font appel à une forme d'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez plusieurs tendances, des robots qui sont humanoïdes. Alors, celui-là, Nao, c'est celui qu'on a vu dans une émission sur une chaîne concurrente de Viasté, là, mais ils illustrent aujourd'hui, d'une façon très humanoïde, la façon dont les robots intègrent notre vie. Mais sur le plan... Eric, c'est très très poussé quand même. Est-ce qu'on peut envisager, si on le souhaite, au quotidien, se dire je me passe de tous mes robots ? Eh bien, aujourd'hui, c'est difficile parce que quand vous allez avoir des voitures avec des éléments d'assistance à la conduite, eh bien, vous allez avoir un robot quelque part à côté de vous. Mais de la même façon, dans le monde industriel, la 4e révolution industrielle, c'est justement l'arrivée des robots dans l'industrie et d'une industrie qui s'adapte, donc qui est intelligente. C'est l'usine intelligente qui va complètement transformer la façon dont on réalise les objets et dont on produit. Le cas typique, c'est l'usine de Tesla, la marque automobile. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des robots ? Est-ce que, notamment, on peut envisager qu'un jour, ils se retournent contre nous ? Dans tous les cas, aujourd'hui, se pose la question éthique liée aux évolutions technologiques de l'intelligence artificielle et cette question éthique fait débat. Certains voudraient réglementer, d'autres voudraient que ce soit un domaine
complètement libre, où la recherche s'exerce dans tous les sens, mais on voit que ça touche aussi à des questions d'intégrité de l'homme et puis à des doctrines. Hein. Le transhumanisme fait partie de ces courants de pensée qui questionnent aussi les valeurs éthiques rattachées à la robotique et son évolution. Alors cette question éthique, évidemment, elle a influencé le cinéma et notamment la science-fiction. L'exemple par excellence, c'est le film Terminator. Alors on a un extrait, on regarde ce que ça donnerait si les robots se retournaient contre nous. Toute ma vie, j'ai préparé mon fils à diriger l'humanité dans le combat contre les machines. Cette nuit, nous allons reprendre notre monde! Mais il y a une chose à laquelle je ne pouvais pas le préparer. Les machines ont voulu fausser la donne. Elles ont envoyé un Terminator à l'époque d'avant la guerre pour tuer ma mère. Je vais y aller. Laisse-moi la sauver. Viens avec moi si tu veux vivre. Kyle Reese, Vous savez qui je suis? ça fait plus de 10 ans qu'on prépare ton arrivée. Qui ont un Terminator. Ravi de vous rencontrer. Je lui apprends à s'intégrer. Donc ça, c'est Terminator Genesis. Effectivement... Qui n'est pas le meilleur, hein, qui n'est pas le meilleur. Bon, alors ça, je vous laisse le soin de juger. Effectivement, on est dans le domaine de la science-fiction et j'ai envie de dire, heureusement. L'étape suivante, vous en avez parlé, c'est le transhumanisme. Ce que je vous propose, c'est de poser la question à Jean-Didier Vincent, qui est neurobiologiste, qui était tout à l'heure avec Francesca au Festival d'Artemar. Bonjour Jean-Didier, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Alors, vous allez intervenir comme conférencier tout à l'heure sur le film Blade Runner, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et vous avez déjà commencé à parler avec Francesca de transhumanisme. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le transhumanisme, Jean-Didier ? Écoutez, le transhumanisme, je m'y intéresse depuis 2005, où je suis resté quelque temps aux États-Unis, même plusieurs mois, dans la vallée de Silicon Valley et à Stanford, où j'ai pu rencontrer les vrais transhumanistes. Le transhumanisme, c'est un miroir aux alouettes, hein, de toute façon. Le propos du transhumanisme, le vrai propos du transhumanisme, c'est de préparer justement dont vous parlez, les robots, les machines, les choses comme ça, de préparer un homme augmenté. C'est ça, un homme qui dure plus longtemps, sans maladie, et un homme qui a des capacités accrues. Alors ça, c'est augmenté si vous voulez, le vrai amélioré, Jean-Didier. Ben, c'est la même chose. On n'est pas augmenté si on n'est pas en même temps amélioré. Comprenez, quand vous vivez, si vous devez vivre 130 ans, autant les vivre sans rhumatisme et en bonne santé. Mais ce n'est pas l'essentiel du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une quête du nouvel homme, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle relation aux autres. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et dans le transhumanisme, il y a ce qu'on appelle le quatuor de choc, qui est nanotechnologie, biotechnologie, information, technologie de l'information, et c'est technologie du cerveau. Alors imaginons, voilà. Jean-Didier, les nanotechnologies, des nanomédicaments pour soigner l'homme, ça existe attendez, déjà. Les nanomédicaments, ça existe très peu pour l'instant, parce qu'on fait des sortes de transporteurs de médicaments qui vont cibler une cible cancéreuse, par exemple. C'est en progrès, mais ce n'est pas encore fait. Mais c'est surtout dans le domaine de l'armée. C'est la DARPA qui donne beaucoup d'argent pour savoir comment ça marche, ces cerveaux, pour faire des guerriers de demain. C'est encore là qu'il y a le plus de réussite et le plus d'attente. Alors, Jean-Didier, naïvement, est-ce qu'on peut se demander si une prothèse de hanche, c'est pas déjà du transhumanisme ? Mais non, bien sûr que non. Les prothèses, non, il faut parler dans le transhumanisme de la connexion cerveau-machine. Ça, c'est très important, c'est-à-dire faire des êtres hybrides qui ont une partie d'eux qui est constituée par une machine. Et ça, on a fait des progrès considérables dans le fait de pouvoir commander une machine par le cerveau. Par la pensée. Mais ce n'est pas un miracle.
On n'augmente pas, pour l'instant, en mettant quelques puces, les capacités du cerveau. C'est encore un rêve de vouloir implémenter un cerveau vierge par une puce qui va augmenter ses capacités. On n'en est pas là encore. Alors donc, il faut savoir que ce qui va beaucoup bouger, notamment, c'est dans le domaine du clonage. Par contre, avec le clonage, on peut terriblement modifier l'humanité. Nos futurs clones seront... À l'époque, actuellement, on ne le dit pas, mais on a la possibilité de cloner un homme. C'est aussi facile que de cloner une vache, comme on le fait couramment. Donc, cloner un homme, ça veut dire lui attribuer... Non, c'est très difficile. Par exemple, il sera plus facile de cloner des femmes que de cloner des hommes. L'homme est appelé à disparaître. Moi, je rêve de ça, parce qu'il y aura des colonies de femmes qui seront des femmes supérieures, qui gouverneront le monde. Et imaginez maintenant qu'on sera obligé pour celles qui veulent se reproduire à l'ancienne, c'est-à-dire en se payant un mâle, d'avoir des fermes de mâles. Moi, donc on se reproduira par parthénogenèse, en gros. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis alors surtout, le clonage va permettre d'ajouter des gènes qui ne s'usent pas, d'ajouter des gènes qui vont permettre l'allongement de la vie. Justement, manipuler le génome, c'est une des pistes à suivre que les généticiens ne manqueront pas de suivre. D'accord, voilà, écoutez... Donc, merci Jean-Didier pour toutes ces précisions. Moi, je demande vous avez pas qu'une chose, c'est rassuré, d'être bien cloné. Si on me... Oui, qu'est-ce que vous voulez? Être cloné comme homme de réserve, ça me paraît être une bonne solution pour l'avenir. On va le noter pour plus tard, je le note dans mes cahiers. Merci beaucoup Jean-Didier. À très bientôt, à ce soir pour Blade Runner. Au oui, revoir, ça c'est sérieux. Au revoir. Alors, Eric, Jean-Didier nous a bien inquiétés. Une autre évolution qui pourrait faire peur et qui pourtant est bien réelle, ce sont les avatars. Ça n'est plus un mythe, c'est une réalité. Alors je ne sais pas si c'est un inventeur de génie ou pas, c'est Hiroshi Ishiguro. On a des images qui a inventé sa réplique. Donc on le voit, hein. C'est le même à l'identique, aux cheveux près. C'est ça, Eric? Oui, tout à fait. En fait, les travaux de ce monsieur font suite à ceux de Masahiro Mori, qui est le gourou qui a inventé en fait la vallée de l'étrange et qui consistait à observer l'homme vis-à-vis de ses avatars et qui tend à développer une théorie de robotique en mettant en évidence le fait que plus l'avatar se rapproche de la physionomie humaine, plus il génère une forme de méfiance et de défiance de l'humain. Donc mais quel intérêt d'avoir un double... Donc là, on a un stade encore plus avancé que cette vallée de l'étrange qui consiste à créer son propre avatar et cet avatar reproduit en fait et est capable éventuellement à terme de vous représenter avec une forme de clonage de vous-même mais qui est en l'occurrence reproduit à travers des outils robotiques, c'est-à-dire un assemblage d'éléments qui ne sont pas biologiques pour le moment. Même si quelques parties peuvent faire appel à des peaux synthétiques ou des choses comme ça. Donc là, on est dans de la recherche expérimentale qui est très présente au Japon. C'est effrayant, ça, quand même. Au Japon, si vous voulez, la culture japonaise est très avancée en termes de robotique parce qu'ils pensent que le robot a un certain nombre de vertus dans le milieu social pour accompagner. Donc le plus bel exemple, c'est Aibo, fabriqué par Sony, qui est ce chien. C'est bien d'ailleurs les jouets. Ce chien robotique. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que ce type de robot peut avoir un certain nombre d'effets, notamment, par exemple, sur des personnes en situation de déficit, donc victimes de maladie de Parkinson, pour restaurer une forme de lien social avec ces personnes. Donc, effectivement, le robot de compagnie, c'est quand même un concept qui tend à se développer aujourd'hui.
D'accord. Alors, revenons-en un petit peu à la science-fiction. Les films ont été inspirés par 3 lois, les 3 lois des robots, et ça, c'est Asimov. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Eric ? Oui, en fait, lorsque Asimov, qui est un écrivain de science-fiction, a développé donc sa série sur les robots, il a mis en évidence que le robot devait obéir à 3 lois. Alors, la première, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, mais ne doit pas rester passif si l'humain est exposé au danger. La deuxième, c'est un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, mais sans pour cela rentrer en conflit avec la première loi. Et puis la dernière, c'est un robot doit protéger son existence sans contrevenir aux 2 lois précédentes. En fait, on s'est aperçu que... Alors au début, avec on un pensait exemple très concret, Eric, pour conclure. Eh bien, l'exemple concret, c'est que même avec ces 3 lois, on peut s'apercevoir que le robot est capable d'agresser un être humain. Donc, l'exemple, c'est la voiture automatisée. Voilà, c'est le paradoxe de la voiture automatisée. Quand il y aura un choix à faire entre le fait d'écraser 3 personnes ou de sauver le conducteur, eh bien, il y a des dilemmes qui se posent. Même si on pose les 3 lois de la robotique, on verra qu'il y a des dilemmes non résolus. Donc, c'est beaucoup plus complexe que simplement d'écrire des lois. Et ça pose des problèmes éthiques extrêmement importants. Et je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le propos m'a un peu dérangé parce qu'il portait une connotation un peu eugéniste et ça m'a beaucoup inquiété. Et je crois que les problèmes éthiques aujourd'hui tournent autour de ces questions-là quand il s'agit de parler de transhumanisme. Vous allez faire des cauchemars cette nuit. Et bien, ça tombe bien parce que demain, à votre place, on aura Jean-Marc Cress pour un quid du sommeil. À demain, même endroit, même heure.